Puisque nous risquons la blessure ou la mort, chacun de nous, dès lors qu'il commande, doit accepter d'en porter la responsabilité. Il faut se préparer aux doutes, aux questions qui tarauderont la conscience à chaque homme qui tombera. Il faut redouter de ce que l'on éprouvera devant les siens qui viendront, dévastés de douleur, s'incliner devant sa dépouille dans la cour des Invalides. Il faut être prêt à écouter ce gamin de 20 ans, défiguré ou cloué à vie sur un fauteuil roulant, à le regarder en face, à rire avec lui et à se sentir infiniment redevable du don qu'il a fait à son pays, à ne pas s'en savoir digne peut-être. Et malgré cela rester déterminé, ne pas ajouter, à la douleur des familles, le sentiment de l'inutilité du sacrifice, et entraîner toute la nation dans cette responsabilité qui grandit autant qu'elle éprouve. Un soldat a besoin de cela. Il doit savoir que tous ses concitoyens l'accompagnent au combat, lucide sur les risques auxquels il est exposé, sans jamais le plaindre ou le regarder en victime, en reconnaissant la singulière grandeur de son engagement. J'ai choisi ce passage du livre intitulé « Entre-guerres » du général François Lecointre pour rendre hommage, en ce 11 novembre 2024, à nos soldats, aux vétérans, et parmi eux, ceux que j'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir sur Fortitude. C'est pourquoi je vous offre une nouvelle présentation. Peut-être certains d'entre vous les connaissent déjà, ont eu le plaisir de les écouter, d'autres vont les découvrir. Mais voici, en quelques mots, le parcours de chacun qui, j'espère, vous invitera à réécouter ou à découvrir leurs témoignages sur les différents épisodes de Fortitude. J'ai l'honneur de recevoir Louis Saillant lors du 11e épisode de Fortitude. Louis Saillant n'est pas son vrai nom. C'est un nom d'emprunt qu'il a choisi pour protéger son identité et celle de ses proches. Membre des commandos marines, Louis Saillant a participé aux combats menés par la France contre le djihadisme, notamment au Sahel. Il nous parle bien entendu de son parcours, hors norme, pour intégrer une des unités les plus prestigieuses et exigeantes de nos forces armées, de cette guerre qui est menée sur une surface équivalente à celle de l'Europe. Mais il nous parle surtout de la guerre du sens et celle des idées. Car en effet, après avoir regardé l'ennemi dans les yeux, lors de combats rudes et souvent dramatiques, Louis Saillant a acquis la conviction que nous ne gagnerons pas la guerre contre le fondamentalisme si nous ne la menons pas aussi sur le terrain des idées. Avide de lecture et de culture, il nous parle de l'importance de l'action, du mouvement, de la prise de risque pour s'accomplir, trouver un sens. Une discussion profonde donc, avec un homme qui a travaillé coude à coude avec la mort, la violence la plus extrême, et dont le témoignage nous livre une vision sans artifice du combat qu'il appartient à chacun d'entre nous de mener. Oui, j'ai le plaisir de recevoir le général Thierry Orozco, ancien commandant du GIGN. Le général nous raconte son parcours, comment il a été membre opérationnel du GIGN au début de sa carrière, puis ensuite il a gravi les échelons, complété sa formation, eu un parcours absolument remarquable qui l'a conduit à commander l'unité prestigieuse pendant plusieurs années. Alors au risque de décevoir certains d'entre vous, on n'a finalement pas ou peu parlé de faits d'armes ou des actes héroïques de ces hommes et de ces femmes qui composent le GIGN. On a parlé de psychologie, de philosophie. On donne un éclairage peut-être nouveau, en tout cas original, sur cette unité et les membres qui la composent, qui finalement, pour reprendre une phrase qui n'est pas de moi, nous rappelle que il n'y a pas d'hommes ou de femmes exceptionnels, mais des hommes et des femmes ordinaires qui font des choses et qui accomplissent des choses exceptionnelles. Thierry Orozco. Aujourd'hui, Enora Cham. Enora Cham n'est pas son vrai nom. Officier de renseignement au sein de l'armée française, elle se doit de dissimuler sa véritable identité. Enora ne peut malheureusement pas nous révéler grand-chose de sa vie ou de son parcours, sauf certains épisodes. Parmi ceux-ci, il y en a un qui se démarque et pour lequel elle a consacré un livre qui vient d'être publié aux éditions Mareil. Quand avance l'ombre. Elle y raconte principalement sa mission en tant qu'observatrice de l'ONU au début du conflit syrien. Cette mission n'avait rien de secrète, tout au contraire, c'est pour ça qu'Enora a pu nous la partager. Et on n'en sort pas indemne, car ce récit est tout simplement, et je pèse mes mots, biblique. Biblique car Enora a vu littéralement l'enfer. Elle y a vécu et en est revenue. Biblique aussi car Enora a vaincu à plusieurs reprises l'hostilité et l'agressivité, notamment d'une foule en détresse. Non pas par la ruse, ni par la violence, mais par des sourires, de l'empathie. Biblique car Enora a vécu des scènes macabres. Elle a regardé la mort en face dans ses formes les plus atroces, et non pas en fermant les yeux
ou en cloisonnant son esprit, mais au contraire, en laissant cours à toute son humanité. Surtout, c'est l'histoire d'une femme qui a fait preuve d'une force morale sans pareille, et ce, d'une manière assez inédite. Il n'est en effet pas usuel de prendre conscience que la subtilité, la culture et l'empathie sont elles aussi des composantes de la force morale. Avec beaucoup d'humilité, Enora a accepté de partager avec vous, au cours de cet épisode passionnant, sa vision d'un monde d'une très grande violence, mais dont elle démontre qu'il demeure toujours ouvert à toutes les plus belles valeurs que nous pouvons avoir en nous, à condition toutefois d'accepter de les apporter. Le courage, l'empathie, la nuance. J'oserais dire que c'est presque un devoir citoyen d'écouter Enora, ne serait-ce que pour la remercier pour son engagement, pour l'honorer pour ses sacrifices et les risques qu'elle a pris au service pas uniquement de notre pays, mais aussi des Nations Unies. J'ai l'honneur de recevoir Cyril Chaboun. Cyril a plusieurs vies. La première, il l'a dédiée à l'armée de l'air. À l'issue d'un parcours rigoureux, rythmé par les formations, les spécialisations, les stages, les sélections et quelques opérations extérieures, Cyril intègre le prestigieux CPA-10, le commando parachutiste de l'air. Chuteur haute altitude, tireur d'élite, ce membre des forces spéciales accumule les compétences pour être et demeurer à la pointe de l'épée. Jamais satisfait, toujours en quête de perfectionnement, Cyril est de tous les combats, Afghanistan, Libye, Mali et même en Irak. Aux côtés des forces kurdes, Cyril combat Daesh dans l'enfer d'Erbil. C'est alors qu'un drone piégé le fauche, lui et son frère d'armes. Il survit, mais sa vie bascule. Il est amputé des 2 jambes. 1 an d'hospitalisation, une 50aine d'opérations. Alors comment passer d'une vie au sein de l'élite, animée notamment par l'exigence d'une excellence physique, à celle du handicap? En suivant sa devise, tout est possible si on lâche rien. Cyril se relève et affiche la même détermination que lors de sa première vie. Il multiplie les sports à haut niveau. Tir, ski, il devient vice-champion du monde de parachutisme en soufflerie et il est aujourd'hui membre de l'équipe de France de volley assis et il participera au JO l'année prochaine. En écoutant cette brève présentation, je suis sûr que vous avez compris pourquoi j'ai voulu recevoir Cyril. Il incarne la fortitude, la résilience. Surtout, il démontre de manière éclatante que c'est l'action qui nous fait vivre et survivre. À aucun moment Cyril ne s'est arrêté au motif qu'il ne pouvait plus faire ce qu'il faisait avant. Il a tout simplement recherché et trouvé de nouveaux moyens d'agir. Mais il exprime aussi remarquablement l'importance de l'engagement comme source de sens. Un engagement pour son pays, pour ses frères d'armes, et aujourd'hui pour ceux qui souffrent et pensent ne pouvoir s'en sortir. Sa manière de vivre me rappelle cette phrase de Viktor Frankl au sujet de l'auto-transcendance de l'existence humaine, comme clé du sens de la vie. La vie de l'être humain est toujours dirigée vers quelque chose ou quelqu'un d'autre que soi-même, qu'il s'agisse d'un but à atteindre ou d'un être humain à connaître et à aimer. Plus on s'oublie soi-même, en se consacrant à une cause ou à une personne que l'on aime, plus on est humain et plus on se réalise. Je reçois Romain, nom de code Calvin, pour ce nouvel épisode de Fortitude. Né à Abidjan, Romain est expatrié en France à l'âge de 10 ans après un coup d'État. Il se destine d'abord à l'école hôtelière, mais décide finalement, alors que tout son entourage cherchait à l'en dissuader, de s'engager dans l'armée. Il fait alors un parcours sans faute, qui le conduit à intégrer la prestigieuse unité du 1er RPIMA, le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Il participe alors à de nombreux conflits, de l'Afghanistan à l'Afrique, et combat notamment le terrorisme. À l'issue d'une dernière mission au Mali, il décide de raccrocher et de changer complètement de vie. Il s'installe alors en République dominicaine, où il ouvre une salle de sport de combat. Mais ce qui devait être un paradis s'est transformé en véritable enfer. Alors qu'il revenait de quelques semaines passées en France, Romain est arrêté par la police locale et immédiatement placé en détention provisoire. Victime d'un complot, il est alors plongé dans la violence et la misère carcérale. Il n'est pas enfermé, comme on pourrait l'imaginer, dans une cellule de quelques personnes, et son enfer ne s'est pas limité à la privation de liberté. Il était enfermé avec plus de 200 autres co-détenus, sans aucune forme d'hygiène ou de sécurité. Contraint de se battre, physiquement, chaque jour pour sa survie, son plus âpre combat est finalement psychologique. Comment lutter quand on vous retire toute forme d'humanité et d'espoir? Il finit par vouloir mettre fin à ses jours. Ce qui le sauvera, outre la bienveillance d'un co-détenu, c'est finalement le refus de l'injustice et de faire souffrir ceux qu'il aime,
notamment son père. Il décide alors de continuer à se battre et parviendra finalement à sortir de cet enfer. Son récit est inénarrable. Il ne peut être qu'écouté. Avec beaucoup de générosité et de sincérité, Romain nous emmène au plus profond de son âme et nous donne une leçon de résilience sans pareil. Je viens de recevoir le capitaine Aurélie, officier de communication au sein de l'armée de terre. Aurélie est son prénom. Je n'ai pas le droit de divulguer son nom de famille. Le parcours de capitaine Aurélie est une source d'inspiration exceptionnelle pour mon podcast. Elle a choisi d'abandonner le confort d'une vie parisienne pour s'engager dans l'armée. En quelques mois à peine, elle s'est retrouvée investie de la responsabilité d'écrire et de parler au nom des hommes morts au combat, pour la France. Elle nous dit, avec beaucoup de simplicité, que face à une mission aussi lourde de sens et de portée, on peut soit se retrousser les manches et y aller, soit abandonner. Et elle n'a pas abandonné. Loin s'en faut. Quelques jours plus tard, elle part pour l'Afghanistan, où elle rejoindra un camp retranché dans une province hostile. Alors imaginez-vous, à la terrasse d'un café, puis on vient vous voir pour vous annoncer que dans exactement 6 mois, vous jouerez aux cartes avec des parrains au beau milieu de l'Afghanistan. On n'y croit pas. C'est pourtant le chemin qu'a emprunté le capitaine Aurélie. Elle non plus n'aurait jamais imaginé un jour devoir tenir la main de soldats blessés pour les rassurer en leur parlant dans leur langue natale, pendant que des médecins américains mettent tout en œuvre pour les sauver. Le capitaine Aurélie nous explique ainsi comment on en vient à choisir la rigueur, la rudesse, la discipline et les sacrifices, et comment on peut y trouver du sens, un équilibre. Comment le choix de l'adversité peut contribuer à donner du sens à sa vie. Elle nous offre aussi sa vision de l'engagement avec un grand E, cette valeur que l'on entend peu aujourd'hui et qui pourtant nous fait tous frissonner lorsqu'on en est témoin, que ce soit devant des urgentistes, des pompiers, des policiers ou des soldats. Cet engagement pour les autres, pour le pays. Le parcours du capitaine Aurélie me rappelle cette phrase de Sénèque. À mes yeux, tu es malheureux parce que tu ne l'as jamais été. Tu as traversé la vie sans affronter aucun adversaire. Personne ne saura jamais de quoi tu es capable, pas même toi. Il faut en effet, pour se connaître, se mettre à l'épreuve. On apprend l'étendue de ses forces que grâce à l'expérience. Ephraim Matos is indeed a former Navy SEAL, the very famous and unique unit from the American Navy, the elite of the elite. Ephraim shares with us his childhood and how his parents' education, rooted in aiding the community and in resilience, shaped his personality and brought him to make very unique choices for his life. After living through a horrendous experience in Afghanistan, where he faced 2 little girls who were ready to blow themselves, but finally renounced, Ephraim decided to dedicate his life in helping civilians in war zones. After retiring from the Navy, he buys a simple ticket on a commercial plane to Iraq and joins a group of volunteers to provide aid care to the wounded and help children, women, and the elderly to escape. Ephraim and his comrades were the last line of defense between ISIS monsters and innocent civilians. Using his exceptional skills, he helped save dozens of them, in particular during the horrible Battle of Mosul. Following this first experience, Ephraim founded a non-profit organization named Stronghold Rescue and Relief, whose mission is to help civilian populations in war zones by teaching them basic medical skills or how to use communication tools and how to defend themselves. Stronghold is particularly involved in Burma, besides the Karen population, who is actually persecuted by the military junta. I have never met once in my life a person like Ephraim. Without any political agenda, with no motivation other than his deeply rooted humanity, Ephraim sacrifices his life with a lot of humility. He uses his unique skill set to helping the weak and oppressed. Some people talk about oppression. Some people protest. Some people tweet. Ephraim actually risks his life enabling people to defend themselves. Such a mission is not risk-free. Suffering from PTSD, Ephraim is in constant tension as he saw and lived so many horrific events. But he found meaning through his actions, but also in philosophy. He reads Seneca every day to help him grow and heal. These are all the reasons why Ephraim is such a unique guest. I hope
Aujourd'hui, Adrien Jiménez. Décoré de la médaille militaire, Adrien a passé 18 ans dans l'armée de terre et plus particulièrement au sein d'une unité des forces spéciales dont il était l'infirmier. En réalité, j'ai souhaité recevoir Adrien pour évoquer ses nouveaux métiers, parce qu'il en a plusieurs, et leurs enseignements. Adrien est en effet expert en psychologie positive, instructeur de méditation de pleine conscience et praticien en cohérence cardiaque. Alors, peut-être que ces notions ne vous parlent pas toutes, mais sa formation et son expérience nous ont permis justement de nous plonger dans ces notions, dans ces techniques, dans ces pratiques, afin de faire ressortir les besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain, parmi lesquels on retrouve la compétence, l'autonomie ou l'affiliation. Nous avons aussi évoqué les notions de sens ou de motivation, et au fil de notre échange, nous avons pu mettre en lumière ce qui peut alimenter la résilience. Nous avons aussi expliqué les fonctions et les vertus de ces techniques remarquables que sont la pleine conscience ou la cohérence cardiaque. Il en est ressorti d'ailleurs des constats étonnants sur les liens qu'on pouvait faire, qui peuvent exister, entre la méditation et la philosophie par exemple, ou l'importance de la bienveillance à l'égard de soi-même, ou le rôle de la respiration dans la gestion de l'adversité. Notre échange est très riche d'enseignements. C'est pourquoi j'ai choisi de scinder l'épisode en 2 parties, une première consacrée à la psychologie positive et la seconde à la pleine conscience. Je suis très heureux de pouvoir vous partager le savoir d'Adrien, parce que dès lors que Fortitude se consacre à l'adversité, il me paraissait en effet essentiel d'évoquer les outils concrets qui permettent d'alimenter la résilience. Adrien. Tim Kennedy is not only a decorated former Green Beret and Special Forces sniper, but also a renowned mixed martial artist who has competed at the highest levels of the UFC. Beyond his combat and athletic achievements, he is a fervent advocate for veterans' welfare and emergency preparedness, a successful businessman, and even builds schools to offer a new way to educate children. During our talk, Tim emphasized the vital role of education in fostering a free and critical spirit among children, the fine balance between self-confidence and humility, and how the atrocities of war can shatter a man from within. He explained how daily actions, routine, and discipline can forge meaning and assist those who have witnessed horrors in rebuilding their lives, preventing them from becoming prisoners of their traumas. For those interested in exploring Tim's philosophies further, his book, Scars and Stripes, recently translated into French, De Plaies et de Bosses, is a profound read. It not only delves into his life's adventures and challenges, but also reflects, with a rare honesty, on the lessons learned from the front lines to everyday life. Join us for an unforgettable time as we explore the robust philosophies and spirited anecdotes of a man who trains relentlessly at 44 years old, respects his engagements no matter the circumstances, and believes that a head wound is no reason to shy away from a deep dive with a French podcaster into adversity, resilience, and life philosophy. Fortitude est le lieutenant-colonel Delaforge, des sapeurs-pompiers de Paris. Alors, au risque de décevoir certains d'entre vous, on n'a pas parlé d'incendie, on n'a pas parlé de sauvetage, d'actes de bravoure, on a parlé de recherche de sens, et comment l'engagement pour autrui, qui caractérise notamment les sapeurs-pompiers de Paris, peut répondre à cette quête de sens qui nous anime et notamment qui peut animer les plus jeunes. On a parlé de responsabilité, comment dès 19 ans on peut se voir confier les plus lourdes responsabilités qui soient. On a parlé d'exemplarité aussi, comment elle peut constituer une source de force morale, aussi bien d'un point de vue collectif qu'individuel. Bref, une discussion sur le terrain des idées et un témoignage instructif de la part d'un sapeur-pompier dont la devise est « sauver ou périr ».